Aujourd'hui, je vais vous emmener sur le topic des bibliothèques imaginaires de Marie Haza pour en faire une lecture par extrait, parce que c'est l'une des plus belles choses que j'ai lues ces derniers temps sur le forum. En fait, pour expliquer, il s'agit de petits portraits de lectrices et de lecteurs imaginaires. C'est parfait pour les bibliophiles parce qu'à chaque fois, en fait, on a le droit d'entrer dans leur bibliothèque, de voir ce qu'ils lisent, on a quelques mots. Et de temps en temps, on a des petites conversations entre ces lecteurs et lectrices qui ont l'air de se retrouver dans un club de lecture. Puis c'est assez rigolo parce qu'on reconnaît plein de traits finalement de ce qu'on connaît dans nos propres cercles d'amis lecteurs et lectrices. Je voulais commencer avec Anne-Rose F. Alors, Anne-Rose F. ne lit pas de romans ni de pièces de théâtre. Quand on lui demande pourquoi, elle répond après un instant de réflexion qu'elle n'aime pas imaginer, ou très peu, ce qu'il faut pour habiller les choses, le minimum de décor. Elle ne sait pas pourquoi la poésie ne lui pose pas ce problème. Peut-être parce qu'elle compose avec des vérités, tente-t-elle avec une moue. Elle n'avance jamais rien sans avoir l'air de douter de ce qu'elle dit. Une prudence qu'exprime aussi son petit rire cristallin, à la fois timide et sincère, un rire qui fait souvent office de ponctuation à ses phrases. Anne-Rose a caché ses recueils dans une armoire, mais sur son bureau sont empilées diverses traductions des poèmes d'Anna Armatova. Requiem, traduction de Paul Vallée. Anthologie, traduction de Jacques Burco. Requiem, poèmes sans héros et autres poèmes, traduction de Jean-Louis Bacchès. L'églantier fleuri et autres poèmes, traduction de Marion Graff et José-Flore Tapie. Requiem et d'autres poèmes, traduction d'Henri Deluy. Les poésies d'amour, traduction d'Henri Abril. Elle indique posséder d'autres recueils encore, ainsi que des journaux, des témoignages et des essais de contemporaines russes. Anne-Rose est dotée d'un goût pour l'abstraction qui n'exclut pas la précision, ni le sens du détail. Et lorsqu'elle cite des ouvrages étrangers, elle s'attache à en déployer les interprétations multiples, mot après mot, avec un plaisir évident. Je voulais aussi vous lire le portrait de Nora J. Voilà. De par ses airs de femme de lettres aristocrate, Nora J en a timide plus d'un. C'est Amélia, dont elle est la proche amie, qui l'a présentée au club de lecture local. Nora est pétrie de culture classique, amatrice de beau style et féministe convaincue. Elle me reçoit chez elle avec cette politesse pleine de décontraction qui est le signe de la plus haute distinction. Nora n'est pourtant pas issue d'un milieu aisé. Elle semble devoir ses manières à toutes les dames de la noblesse qu'elle a lues avec passion. Dans sa bibliothèque, Nora a mis quelques œuvres en évidence. Ourika de Madame de Duras, les lettres de Madame de Sévigné, Julie de Lespinasse et Madame du Défard, l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, le discours sur le bonheur d'Émilie du Châtelet, Corinne Vitali de Madame de Staël, la princesse de Clèves de Madame de Lafayette et les romans de Virginia Woolf. Ces lectures sont aussi bien la marque d'un engagement politique que d'un certain snobisme, d'ailleurs revendiqué avec amusement. Nora apprécie les textes rares et anciens qu'elle cite et défend loyalement, non sans une teinte de cuistrerie. J'adore ce petit mélange de tendresse et d'ironie. Et je voulais lire aussi Conversation 2, parce que c'est un très beau tissage de discours sur le rapport à la lecture. On doit toujours ses lectures à autrui, remarque Ignacio. Moi, j'ai récupéré les romans de mes parents, de ma voisine ou d'inconnus. Anne-Rose partage ce constat en raison de ses nombreux échanges de recueils poétiques avec d'autres passionnés. Amélia n'est pas entièrement d'accord en ce qui la concerne. Elle passe de longues heures à flâner dans les librairies pour prouver qu'elle en trouve. Mais tout aussi souvent, elle se fie à ses auteurs favoris ou à ses amis, en particulier Nora, à laquelle reconnaît la réciprocité de cette influence. Cette dernière fait néanmoins valoir le poids de ses études dans la constitution de sa bibliothèque, et notamment le besoin d'être reconnue comme une personne cultivée selon les critères de la bourgeoisie élitiste. Fingal reste songeur. De son côté, c'est l'amour qui a formé ses goûts, non tant par des discussions de couple qu'à travers le regard imaginé d'une femme dont il n'était pas aimé en retour. Je lisais ce qui aurait pu lui plaire, ce qu'elle aurait approuvé. Au fond, je n'en savais rien. C'est une fiction, une pure fiction, qui a donné son image à ma bibliothèque pendant plusieurs années. Voilà. Et je vous mettrai
en bas le lien vers le blog de Mariaza. Comme ça, vous pourrez aller lire le reste de ces bibliothèques imaginaires.